Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, nous commençons avec le sommet de la francophonie qui se tient donc en France avec la participation du président de la République Paul Kagame et de la première dame, Madame Jeannette Kagame. L'ouverture de ce sommet s'est tenue donc en France, en présence notamment du président Macron qui est l'hôte de ce sommet. Nous retrouvons par téléphone notre envoyé spécial sur place en France, Jean Damascène Manichimé. Bonjour Jean Damascène. Oui, Patrick, bonjour. Oui, Jean Damascène, le sommet vient donc de s'ouvrir. Est-ce qu'on peut connaître les grands moments de ce sommet de la francophonie qui se tient depuis donc ce vendredi? Oui, effectivement, Patrick, le sommet vient de s'ouvrir. La session d'ouverture vient juste de se terminer. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de cette ouverture? C'est qu'il y a eu d'abord l'accueil des chefs d'État et de gouvernement par l'hôte du sommet, le président français Emmanuel Macron, et également la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo. Et cette session a été suivie par les allocutions, surtout les allocutions d'ouverture, l'allocution du président de la République française Emmanuel Macron, et suivie de l'allocution de la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, ainsi que de l'allocution du représentant de la Tunisie qui était jusque-là le président, qui assurait la présidence de la francophonie jusqu'à maintenant, après donc que la France ait succédé à la Tunisie. Oui, est-ce qu'on peut connaître l'essentiel du discours du président français face à ses homologues venus des différents pays membres de la francophonie? Oui, Patrick, le président français Emmanuel Macron s'est d'abord félicité de l'accueil de ses pairs. La France qui est hôte du sommet, rappelons-nous que depuis 33 ans, la France n'avait pas accueilli un tel sommet. Et donc c'était une fierté pour le président français Emmanuel Macron, et surtout que c'est un sommet qui intervient alors que la France est toujours dans l'ambiance des Jeux olympiques et paralympiques qui se sont clôturés le mois dernier ici à Paris. Et donc, c'est une grande joie pour le président français, pour les Français en général, abriter de tels événements et dans un délai si proche. Alors, pour revenir sur l'essentiel de son discours, le président français Emmanuel Macron a félicité d'abord ses pairs qui se sont déplacés pour ce sommet. Et il a félicité la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, pour les réformes qu'elle a dirigées depuis 2019 jusqu'à maintenant, les réformes qui visent à doter de la francophonie d'une nouvelle orientation. Et puis le président français a insisté sur les combats que doivent mener les pays membres de la francophonie, surtout la lutte contre les discours de haine. Il a mis un accent sur la prolifération des discours de haine aujourd'hui. Alors il a invité les pays à conjuguer les efforts pour faire face à ces discours de haine. Et un autre élément qu'on ne pourrait pas oublier, c'est que il a déploré la présence des conflits dans le monde aujourd'hui, mais par là il a dénoncé l'attitude de la communauté internationale qui affiche une certaine indifférence envers certains conflits. Et donc il a dénoncé cette politique de deux poids, deux mesures, là où certains conflits intéressent la communauté internationale, alors que d'autres peuples ne fait comme s'ils ne comptaient pas. Alors il a dénoncé ça. Alors il a invité également les pays membres à lutter contre la désinformation, une campagne de désinformation qui malheureusement se propage aujourd'hui dans le monde. Et le président Emmanuel Macron a invité les pays de la francophonie à s'ouvrir davantage, tout en soulignant que le français aujourd'hui, c'est une langue qui a vocation à s'ouvrir, à s'enrichir
Et en passant, il a souligné le fait que le français, grâce à la rencontre avec d'autres cultures, c'est une langue qui s'enrichit de plus en plus, et il a souligné certains mots qui apparaissent en français. Et au passage, il a mentionné le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, avec un verbe qui est maintenant français, le verbe techniqué, donc un verbe qui est forgé à partir de ce qui est connu au Rwanda, à Kinyarwanda, à partir donc de ce verbe techniqué. Il a souligné ça au passage. C'est ça donc l'essentiel qu'on peut retenir dans son discours, Patrick. Oui, avant de vous libérer, vous pouvez revenir un peu sur l'intervention de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son intervention? Oui, absolument, Patrick. La secrétaire générale de l'OIF a commencé par se féliciter des réformes qu'elle a menées, qu'elle a dirigées depuis 2019. La mission qui lui a été confiée par les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Et Mme Mushikiwabo a montré que jusqu'à maintenant, tous les indicateurs de la francophonie sont verts. C'est le terme qu'il a utilisé. Elle a montré que la francophonie n'est pas en conflit avec les autres langues. Elle a montré que plutôt le multilinguisme, c'est la visée de la francophonie et c'est même sa vocation. Et je vous signalerai qu'ici même au sommet, il y a la secrétaire générale du Commonwealth, Mme Patricia Scotland, que Mme Mushikiwabo a salué au passage comme un élément qui montre que justement la francophonie, le français doit cohabiter avec les autres langues. Alors Mme Mushikiwabo a montré que donc avec cette ouverture, avec cette cohabitation avec les autres langues, la francophonie ne doit pas être confondue à l'ancienne politique de la France-Afrique, mais que c'est plutôt un cadre, un espace d'échange économique, culturel entre les pays membres. Alors, elle n'a pas manqué de souligner les grandes réalisations de la francophonie aujourd'hui. Et elle a parlé surtout de l'autonomisation des femmes avec le fonds, la francophonie avec elle, qui jusqu'à maintenant a appuyé plus de 57 000 femmes ici et là dans le monde. Elle a souligné également la politique de mobilité des enseignants de français, un programme qui a commencé par le Rwanda, le Ghana et les Seychelles. Une politique, un programme que la francophonie, l'OIF, va continuer d'appuyer pour justement aider les pays qui ne maîtrisent pas encore le français à s'ouvrir davantage à cette langue. Merci beaucoup à vous, Jean-Damascène Manishimwe. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial pour ce sommet de la francophonie de Arabié. La suite de cette édition, nous poursuivons donc avec la Banque mondiale qui rassure qu'elle va renforcer davantage sa collaboration avec le Rwanda à travers différents projets de développement. Le Premier ministre Edouard Ngirente a en effet reçu en audience le représentant de la Banque mondiale dans 4 pays, à savoir le Rwanda, la Somalie, le Kenya et l'Ouganda. Le Premier ministre, le docteur Ngirente Edouard et Kimiao Fan se sont entretenus à propos de différents projets dans lesquels le Rwanda voudrait collaborer avec la Banque mondiale au cours des 5 prochaines années et ont insisté surtout sur la création d'emplois des jeunes. Le Premier ministre est surtout revenu sur le programme de création d'emplois, surtout pour les jeunes. Et secondo, le Premier ministre a parlé du programme de l'éducation de qualité pour que les jeunes Rwandais puissent faire des études utiles et surtout rechercher au marché de l'emploi et le programme de l'agriculture. Le représentant de la Banque mondiale, Kimiao Fan, a félicité le développement que le Rwanda a réalisé au cours des dernières années, ajoutant que la Banque mondiale est prête à appuyer les projets inscrits dans le cadre du programme quinquennal du gouvernement, en insistant surtout sur l'investissement dans des infrastructures durables. Nous avons de différentes manières et dans la transparence appuyé le Rwanda dans son développement.
Nous allons maintenant insister sur l'investissement dans des infrastructures durables, dans l'éducation, dans l'enseignement technique et professionnel, dans la santé, dans le bien-être social et ailleurs. C'est essentiel que le développement du pays soit global et nous allons continuer à soutenir le pays dans le développement de tous les secteurs. Le gouvernement du Rwanda indique qu'il y a différents programmes de développement dans lesquels il collabore avec la Banque mondiale et que celui relatif à la construction de plus de 22 000 salles de classe en 2020 est l'un de ceux qui ont donné des résultats concrets. Le partenariat du Rwanda et la Banque mondiale opération maintenant 61 ans et le Rwanda félicite le rôle qu'elle a joué dans le processus de sa reconstruction après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Oui, donc restons toujours à propos de la Banque mondiale qui a classé le Rwanda au 3e rang en ce qui concerne la facilitation en matière de création d'entreprises, comme nous l'a dit Kassim Youssouf. Le directeur général de l'Agence rwandaise de développement RDB, Francis Gatare, a fait cette indication ce jeudi à Washington, D.C., aux États-Unis, lors de la présentation du rapport de la Banque mondiale sur le commerce et l'investissement Business Ready ou Be Ready 2024. Il s'agit d'un rapport visant principalement à examiner le rôle du secteur privé dans l'essor du commerce et de l'investissement, ainsi que d'analyser les politiques qui pourraient aider à élargir ces activités. En se référant à l'exemple du Rwanda, le professeur à l'Université de Columbia, Mauricio Cardenas, a souligné que chaque fois que le gouvernement ouvre la voie au commerce, cela aide le pays à se développer. Le directeur de l'Agence rwandaise de développement RDB, Francis Gatare, indique que les transformations dans le développement du Rwanda sont le résultat de la synergie entre le secteur privé et le gouvernement. Pour nous, il est essentiel de placer le commerce au cœur des objectifs de notre pays en tant que moyen crucial de développement, en mettant ainsi les acteurs du secteur privé au premier plan de notre économie. Nous avons constaté que le gouvernement est important, mais qu'il ne suffit pas à lui seul pour mettre en œuvre le développement. Nous avons alors commencé à réfléchir à la manière de procéder tout en ayant la chance d'être inclus dans des rapports qui nous donnent un aperçu de la façon dont d'autres s'y prennent et nous avons appris comment comprendre les changements dont nous avons besoin. Le directeur général de RDB d'ajouter que la volonté que partagent le gouvernement et des partenaires est l'un des éléments essentiels qui peuvent influencer le développement économique du pays et il considère que c'est la clé que beaucoup devraient connaître pour promouvoir le commerce. Nous sommes persuadés que les réformes dans le commerce reposent sur 3 éléments. Le premier est le dialogue continu entre le gouvernement et le secteur privé. Dans notre pays, le secteur privé et le gouvernement disposent d'un espace de rencontre où ils peuvent échanger et discuter. Dans ce rapport, le Rwanda est classé au 3e rang en ce qui concerne la facilitation en matière de création d'entreprises, où il faut 32 jours pour les entreprises locales et 39 jours pour celles de l'étranger afin de commencer leurs activités. Le rapport de la Banque mondiale sur le commerce et l'investissement Business Ready 2024 a également placé le Rwanda au 8e rang en ce qui concerne l'octroi de services publics, tandis qu'il est à la 17e position au monde en matière de respect des lois concernant le commerce et l'investissement. Bienvenue à l'entretien de la semaine. Cet entretien qui revient sur les principaux
Le procès d'Eugène Guamukio, ancien médecin du Centre universitaire de santé publique, qui s'est ouvert donc mardi à la cour d'assises de Paris. Il est accusé d'avoir participé au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, précisément dans l'ancienne préfecture de Butare. Pour en parler, nous recevons dans ce studio, pour le compte de l'entretien de la semaine, Maître André Martin Kalongodzi, avocat de la partie civile dans ce dossier. Bienvenue à vous, maître. Je vous en prie, merci. Voilà, pour un rappel de fait, Eugène Guamukio, il a 65 ans et est accusé de participation à un groupement ou une attente établie en vue d'une préparation du génocide et d'autres crimes contre l'humanité, du génocide, complicité de génocide, crimes contre l'humanité. Est-ce que tout a été dit, maître, ou bien vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces qualifications? Mais l'introduction que vous avez faite est parfaite. Bien sûr, le dossier est énorme et les attentes aussi. Oui. Et on a parlé de la personnalité d'Eugène Guamukio. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce médecin qui a participé dans ce génocide, qui est accusé de participation à ce génocide? Voilà, il était le directeur à l'époque du Centre universitaire de santé publique, comme vous l'avez rappelé. Et donc, à ce titre, il couvrait toute la préfecture par rapport à ses attributions. Et donc, il entre dans la préparation du génocide. Tout ça, c'est une présomption, parce qu'il est présumé innocent. Mais je rappelle les faits pour lesquels il est poursuivi. Donc, il est déjà présent dans la préparation du génocide. Il est très proche de la CDR, la Coalition pour la défense de la République. Il est ressortissant du Nord, il est originaire du Nord, de Ruhengeri. Et c'est un fait important. Tout à fait, tout à fait. L'époque. Et donc, avec la discrimination ethnique et régionale, à l'époque, sous le régime de Habyarimana, les gens du Nord, le Nord, je rappelle, c'est l'ancienne préfecture de Gisenyi, Ruhengeri et Byumba. Ces gens avaient plus de poids dans tous les domaines, étant donné leurs origines respectives de ces trois préfectures. Et tout le reste du pays s'appelait le Sud, y compris Kibungo, y compris Cyangugu, l'Est et l'Ouest. Et donc, il a pesé dans les décisions qui ont été prises par rapport à la préparation du génocide, par rapport à l'exécution du génocide, et donc les reprocher aussi d'avoir, je vais dire, fait partie des gens qui ont pensé le génocide avant qu'il ne soit commis. Et donc, pendant le génocide, il ne réfute pas ces faits. Pendant le génocide, il prétend qu'il a continué son travail et que c'est à ce titre qu'il était dans l'organisation du nettoyage, comme on a appelé, de la ville de Butare d'ailleurs, du nettoyage des cadavres. Et donc, il a utilisé ses services pour aller jeter dans les fosses communes les personnes qui étaient tuées, mais les faits démontrent aussi qu'on a achevé les personnes qui agonisaient et qui ont été ramassées. Cadavres. Alors, il couvre quand même une bonne partie de Butare, parce qu'il va jusqu'à la commune d'Ondora, c'est Gisagara maintenant, et jusqu'à Gishamvu, près du grand séminaire de Nyakibanda. Et donc, il évacue ces cadavres et les personnes qui agonisent et les différents sites qui lui sont reprochés. C'est au centre-ville de Butare, à l'hôtel Faucon, le quartier Tabac, la forêt de l'Arboretum tout près de l'université, et puis côté Ndora, et puis alors Gishamvu. Mais en passant aussi par la préfecture, où on a rassemblé beaucoup de personnes, on a tué les gens aussi à l'hôpital universitaire de Butare, à l'école des sous-officiers ESSO à Butare. Si vous permettez, maître, vous êtes dans le domaine judiciaire, vous êtes avocat, je crois, auprès du barreau de Bruxelles.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pour les téléspectateurs ce que c'est la partie civile et la défense en quelques mots? Voilà, je suis au barreau de Bruxelles, mais également au barreau du Rwanda. Ce qui me facilite la tâche parce que quand je suis à Bruxelles, mes collaborateurs ici m'aident à rassembler les éléments, à rencontrer nos clients. Pardon. Alors, ce qu'on appelle les parties civiles, en Kinyarwanda, c'est Nabaregerindishi. Donc, en fait, c'est les victimes survivantes, mais aussi les familles des personnes tuées. Et même ces victimes survivantes peuvent se constituer partie civile au nom des personnes décédées. Et donc ça, c'est les personnes physiques qui sont, je vais dire, que nous représentons devant la cour. Je me permets de rappeler que devant une cour d'assises, on ne peut pas se défendre soi-même. Il y a beaucoup de technicité et donc vous êtes obligé d'avoir un avocat. Et donc les parties civiles, ça peut être aussi les associations, comme l'association Ibuka France, le collectif des parties civiles de France. Ils peuvent aussi se constituer parties civiles, mais pas comme personnes physiques. Parlons un peu de la défense aussi. La défense de M. Rwamucyo, ça c'est des avocats très expérimentés. Maître Matt, c'est une avocate qui a défendu aussi Kabuga, qui était dans le procès de Kibuye il y a quelques années. Maître Melak, le deuxième avocat de M. Rwamucyo, il est aussi très connu pour avoir notamment défendu la veuve de feu président Habyarimana. Ce procès se passe dans un contexte particulier. Hein. Il y a depuis quelque temps une reprise de procès aussi bien en Belgique qu'en France, et des faits qu'on n'a pas vus pendant des longues années. Comment vous expliquez-vous, vous qui vivez aussi une partie de votre vie en Belgique, en Europe, cette ouverture qu'on n'a pas vue depuis des décennies? Alors, ça, il faut le souligner. Un peu partout dans le monde, il y a des gens qui font du bien, qui font bien leur travail. Et donc ici, en Belgique, ce qui s'est passé, parce que quand même, en Belgique, on a commencé les procès en 2001. C'est vrai, c'était quelques années après le génocide, mais c'est le résultat d'un combat très compliqué, puisque l'ancien parti au pouvoir, les sociaux-chrétiens flamands, donc avec l'ancien ministre Jean-Luc Dehaene, avait bloqué les procédures, avait longtemps bloqué. Et alors, je rappelle, ce n'est pas une anecdote, c'est parce que le gouvernement socio-chrétien belge démissionne, tombe, que les procès ont commencé. C'est au moment où les libéraux prennent le pouvoir avec Guy Verhofstadt que les procès commencent, parce que les autres avaient bloqué. Et donc c'est une décision politique. Il faut faire remarquer que les accusés vieillissent, parce qu'on risque de les perdre. Ils peuvent finir leur vie sans avoir été devant un juge. C'est ça. Et par rapport à la France, les procès ont commencé un peu plus tard, mais vous savez, c'est aussi parce que certaines personnalités ont ont donné les moyens aux enquêteurs pour faire leur travail. Et donc, je voudrais souligner aussi qu'il ne faut pas confondre la politique, les politiciens, les décisions politiques par rapport à ceux qui font le travail proprement dit. Le travail proprement dit d'enquête est fait par le parquet, le ministère public, et les juges sont des juges indépendants dans ces pays. Bien sûr, quand on ne leur donne pas les moyens, ils ne savent pas organiser les procès, mais quand, au niveau des dossiers, ils ne sont pas du tout bousculés dans leur travail. Et donc, je souligne qu'il y a une cellule Rwanda, donc au parquet de Bruxelles, cellule Rwanda à Paris, qui font le travail et qui sont vraiment expérimentés, parce que ça fait plusieurs années qu'ils enquêtent sur les faits relatifs au génocide. Maître, très rapidement, quelles sont vos attentes, vous, en tant que partie civile, à l'issue de ce procès Rwamucyo?
Bien sûr, on attend que la vérité soit, je vais dire, connue. On apprend énormément au cours de ces procès. Il y a des témoins uniques, si vous voulez, les témoins des faits qui étaient là. Dans certaines circonstances, il n'y a plus de témoins qui ont vu ça et ça. Donc, ces témoins sont très précieux, nous apprennent énormément. Et quand je dis témoins, c'est des témoins à charge et des témoins à décharge. Parce que même les témoins à décharge nous apprennent des choses sur l'accusé. C'est notamment les témoins de personnalité, la famille, etc. Parce que tous ces éléments entrent en jeu, le côté psychologique des choses, le comportement de la personne qui est accusée, le parcours, etc., sa stratégie, ses qualités et ses défauts. Et donc on apprend énormément et nous espérons que la vérité sera reconnue, c'est tout ce que nous espérons. Évoquons très rapidement également un autre trait de votre parcours. Vous êtes aussi activiste de la mémoire. Vous participez à des événements pour rappeler la mémoire des génocides perpétrés contre les Tutsis. Vous avez notamment participé à des activités avec quelques écrivains. Vous pouvez nous en parler très rapidement? Voilà, je suis membre et fondateur d'Ibuka Belgique. Là, j'étais encore étudiant. Ibuka Belgique a été créé le 16 août 1994. Donc je suis un des membres fondateurs et il y a celui qui a donné le nom de l'association, c'est M. Bizimana Jean. Celui qui a eu l'idée, c'est Eugène Moutabazi. Donc on est quelques personnes à avoir été sur place à cette époque. Et alors très rapidement, je ne pourrais pas parler de tout ce parcours, mais j'ai été membre de beaucoup de conseils d'administration d'Ibuka, j'ai été président d'Ibuka, et Ibuka Belgique a fait des choses extraordinaires. C'est à cette époque qu'on a décidé qu'on retient comme premier jour de la commémoration le 7 avril, parce qu'on nous a avisé. Si vous retenez le 6 avril, parce que c'est la nuit du 6 au 7 que l'avion est abattu, ça risque d'être récupéré par ceux qui sont favorables à l'ancien régime. Et donc, ça c'est le choix de la date, le choix aussi des terminologies. Qu'est-ce qu'un génocide? Qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité? Qu'est-ce qu'un crime de guerre? Ça c'est très important par rapport même à ce qui se passe. Parce qu'à la cour, on demande qui êtes-vous? Êtes-vous Hutu ou Tutsi, etc. Parce que le génocide est reconnu par rapport aux Tutsi et pas par rapport aux Hutu ou aux Twa. Mais je vous rassure aussi que des Hutus, des Twa se constituent partie civile. Je défends tout le monde parce qu'il y a aussi les différentes catégories, crimes contre l'humanité, génocide, qui est aussi un crime contre l'humanité, mais il y a crime contre l'humanité proprement dit, et puis crime de guerre. Alors, par rapport à nos activités, je suis toujours, je vais dire, je suis associé à l'organisation de ce qui se fait dans le cadre de la commémoration, et c'est une chance que j'ai eue, il y a quelques années, de rencontrer Jean-Marie Vianney Rurangwa, et c'est ici qu'il m'a dit qu'il était prêt à organiser une représentation théâtrale. C'est un homme généreux, il ne nous a rien demandé. Il est venu s'installer à Bruxelles pendant des mois et j'ai mis en place avec d'autres amis une troupe qui a joué il y a 1 an et puis cette année 2 fois. Et nous pensons avoir inspiré d'autres comme en Pologne, etc. Et nous avons suivi, effectivement, nous avons suivi... Et alors, je dis quelque chose, je termine par là. Cette œuvre est exceptionnelle pour moi. On raconte la vie du Rwanda en 1h30 maximum. Et nous avons rencontré des gens qui nous ont dit, on a compris les choses avec la pièce de théâtre. Et là, c'est vraiment une réussite. Et je remercie Jean-Marie Vianney Rurangwa pour sa générosité. Nous aussi, nous vous remercions pour votre participation à cette émission et nous rappelons aux téléspectateurs, donc vous êtes avocat auprès de partie civile dans le dossier du procès de Eugène Rwamucho. Merci à vous. Je vous en prie. C'est donc avec cet entretien que nous bouclons complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné, je vous souhaite passer un excellent week-end dans notre compagnie.